toutes et tous. Il va falloir réserver vos applaudissements, ça va venir. On est très heureux de vous accueillir pour cette 3e édition de Haut-Parleurs. Ici, en salle, l'année dernière, c'était plus calme. On était rien contre nous. Là, on est absolument ravis de voir toute cette jeunesse. Qu'est-ce que vous êtes beaux. Voilà, je voulais vous le dire, vous êtes beaux. Vu d'ici, en tout cas, vous êtes beaux. De plus près, voyez voir. Ouais, vous êtes très beaux aussi. Nous sommes donc très heureux de vous retrouver ici, effectivement, pour cette rencontre donc inter-établissement, je le rappelle. Elle réunit donc 6 équipes inter-établissements qui vont prendre la parole pour 3 grandes questions sociétales et opposeront leurs arguments pour et contre. Vous vous êtes longuement préparés. Je vais présenter les lycées, je veux un max de bruit. Lycée d'enseignement technologique, attendez que je le cite, attendez un petit peu avant d'applaudir. Lycée d'enseignement technologique ICOF, Lyon 5e. Avec Sophie Renaudin et Catherine Bonnefond qui ont encadré cet atelier. Lycée d'enseignement général et technologie, La Castagne, Lyon 3e. Avec Pierre Chindel et Anne Douville. Lycée d'enseignement général et technologique, Auguste et Louis Lumière, Lyon 8. Avec Léa Herzog aux manettes. Lycée d'enseignement général et technologique Condorcet, Saint-Priest. Avec Edwige Perrault. Lycée d'enseignement professionnel Georges Lamarck, Rieux-la-Pape, avec Christophe Perrier. C'est bien timide tout ça, je trouve. Il n'y a pas beaucoup d'esprit de corps. Alors, lycée d'enseignement général et technologique Saint-Charles-Rieux-la-Pape. C'est mieux. Aline Grenier et Stéphanie Le Saffre. Lycée des métiers Marie Curie à Villeurbanne, Sonia Colson, Audrey Aumasson, oui c'est ça, et Nathalie Bataille. Lycée d'enseignement général Germaine Tillon, Saint-Bel, Christine Frénéat. Ils sont là. Avec aux commandes Christine Frénéat, Aurélie Bernard et Emmanuel Mussy. Lycée d'enseignement professionnel Alexandre Bérard à Amberieu en Bugey. Avec Isabelle Rava aux manettes. Lycée d'enseignement professionnel général et technologie, La Salle Saint-Étienne. Ils sont venus en nombre, les Stéphanois. Hein. Avec Philomène Santangelo pour les encadrer et Béatrice Lac. On les remercie tous de leur présence. Applaudissements général. Eh bien. Alors, voyons voir si le jury va remporter autant d'applaudissements. Le jury est composé... Alors non, pardon. Les 3 grandes questions, d'abord, sont les suivantes. La première question qui vous sera proposée ici, ça sera donc les réseaux sociaux sont-ils antisociaux? Belle question. Deuxième question, en faut-il peu pour être heureux? Ça me rappelle quelqu'un, ça. Enfin bon, on verra. 3. La technologie est-elle l'ennemi de la nature? Voilà le 3e des thèmes. Maintenant, je vais vous présenter le jury qui est ici, confortablement installé. Bonjour à tous, les membres du jury. On va les éclairer. Il y a Michel Bastrinta, donc c'est par ordre alphabétique, je tiens à le préciser. Michel Bastrinta, proviseur honoraire. Agnès Bouquin, avocate, membre du barreau. Olivier Forêt, avocat, membre du barreau. Véronique Capoyan, comédienne. Valérie Perrin, déléguée académique aux arts et à la culture. Et enfin, celle qui nous accueille chez elle, Madame Claudia Stavisky, directrice du Théâtre des Célestins.
Alors, je vais vous rappeler les règles de la rencontre haut-parleur. Chaque équipe est composée de 4, 5 ou 6 élèves d'établissements différents. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des équipes qui sont mixées. Chaque équipe est désignée d'après les titres de 6 pièces proposées lors de la saison 2021-2022, d'où le nom bizarre que vous avez sur vos programmes. Chaque équipe s'est vue attribuer un sujet et la position pour ou contre. Chaque équipe aura 10 minutes maximum pour son intervention. Chaque équipe interviendra à tour de rôle dans la présentation de son discours. Chacune leur tour, elles exposeront leur introduction, exorde. Chacune leur tour, elles annonceront la totalité de leurs arguments, l'une après l'autre, en 5 minutes maximum. Ensuite, chacune leur tour, elles auront la possibilité, si elles le souhaitent, de réfuter les arguments de l'autre. Enfin, chacune leur tour, elles concluront leur discours. Chaque membre de l'équipe devra prendre la parole au moins une fois. Le temps de prise de parole individuelle est libre et un même équipier pourra intervenir, évidemment, plusieurs fois. Le jury interviendra à la fin de chaque débat pour commenter la prestation des 2 équipes. Je vais être la gardienne du temps avec mon double chrono pour décompter le temps de chaque équipe. Je veillerai au respect de la répartition du temps de parole et interviendrai pour avertir chaque équipe qu'il ne lui reste plus qu'1 minute pour son argumentation, puis 2 minutes pour conclure. Je vais vous demander de respecter la concentration des porte-paroles. C'est pas facile d'être ici et de prendre la parole devant vous. Et être bienveillant, bien sûr, pendant les échanges. On va commencer, donc, après un tirage au sort, il est important de le dire, nous allons commencer par la question « Les réseaux sociaux sont-ils antisociaux ?» Les équipes sont amenées à nous rejoindre. Allez-vous. Alors, on va pratiquer un petit tirage au sort. Pile ou face? Face. Pile. Je jure. Je crois bien que c'est face. C'est pile. C'est pile. Donc, qui avait dit pile? C'est vous qui commencez. C'est eux qui ont dit pile? Alors, je vais prendre mon petit chronomètre. Les gars, on fait un petit selfie? Ouais. Allez, le public, faites du cette photo, je vais la mettre sur mon compte Instagram. Je vais la mettre sur mon compte Instagram parce qu'elle est stylée et puis c'est pas tous les jours qu'on est sur scène devant des centaines de personnes. Ouais. Quoi? C'est mal? Vous dites que les réseaux sociaux sont antisociaux et qu'ils vont à l'encontre de notre société. Non mais vous avez raison, hein. C'est ça. Prenez vos téléphones. Prenez tous vos téléphones. Et si on veut sauvegarder la société, il n'y a plus qu'une solution. Tous les supprimer. Donc on va commencer par Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, WhatsApp. YouTube. Et peut-être le plus dur pour les jeunes ici, TikTok. C'est bien ce qu'on disait. Tout est hypocrite. Les réseaux sociaux sont-ils antisociaux? Cette question soulève donc un paradoxe. Comment un réseau social pourrait-il être antisocial? C'est n'importe quoi. De plus, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons très bien que les réseaux sociaux comportent des risques. Mais il ne faut pas oublier qu'ils permettent avant tout de communiquer, de partager, de se rassembler, d'échanger, et cela de manière accessible. Merci beaucoup, c'était notre introduction.
sont-ils antisociaux? Bien sûr que non. Le TER Avignon-Mâcon-Ville de 8h35, le lycée de Pierre-Latz, la gare de Lyon ou encore la place Bellecour. Par contre, les médias sociaux, les réseaux numériques sociaux, Instagram, Snapchat. Facebook. Discord. eux, oui, sont des excusez-moi, sont des donc comme je le disais, ils sont antisociaux. Donc maintenant, laissez-nous vous expliquer pourquoi sont-ils antisociaux. S'il vous plaît. Les réseaux sont un outil de communication et de partage. Jusque-là, vous êtes d'accord. Ils permettent aussi de faciliter les échanges, de posséder une communication plus pratique, plus facile, mais surtout plus rapide. Comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Ils sont également un moyen de communication très importante pour certaines personnes. Alors on parle de 7% de la population mondiale qui ont de l'anxiété sociale. Pour qui il est difficile de parler physiquement aux autres ou de faire le premier pas. Les réseaux sociaux permettent alors de garder du lien social pour certaines personnes. On rappelle que l'homme est un animal social selon Aristote. Pour parler d'une façon plus générale sur ce que Manuel a dit, on peut citer le confinement. Toute la population a été soumise à un isolement, mais à différentes échelles. Plusieurs familles ont alors pallié à ce problème en utilisant des groupes, par exemple sur WhatsApp. Ainsi, ils pouvaient parler, envoyer des photos, réagir à plusieurs challenges ou alors juste se lancer des défis. Mais du coup, ces groupes, ils existent encore. Et ainsi, à chaque fois qu'un élève part maintenant, nous créons un petit groupe pour qu'il puisse envoyer des photos, partager des liens. Il existe une citation, loin des yeux, loin du cœur. Mais est-ce que dans notre société actuelle, la citation loin des yeux, près du cœur ne serait pas plus juste? Les algorithmes, eux, sont souvent critiqués, mais ils font bien leur travail. Ils nous permettent de rejoindre des personnes qui ont les mêmes passions que nous pour pouvoir créer des liens plus facilement et aussi créer des communautés. D'ailleurs, la présence de ces communautés est la preuve même qu'il y a de la sociabilité sur les réseaux. Les réseaux sociaux sont aussi des usines à mouvement de lutte, de révolte, d'aide et de solidarité. C'est ce qui représente aussi la société. Les luttes, les combats, dénoncer et défendre nos idées. Les réseaux permettent de faire exister et d'accentuer ces mouvements. Il y a quelques années, des réseaux sociaux sont nés et le mouvement de révolte des Gilets jaunes ont permis de rassembler des millions de personnes. On peut parler du célèbre Black Lives Matter, parti des États-Unis avec la mort de George Floyd et qui a traversé le monde entier, créant des manifestations et mouvements de soutien aux 4 coins du monde. On observe une libération de la parole avec le hashtag balance ton porc et le hashtag MeToo ayant été utilisé plus de 3 millions de fois sur Instagram. Ces hashtags ont donné une plus grande visibilité aux femmes pour s'exprimer sur les agressions sexuelles qu'elles auraient pu vivre. On voit aussi des associations qui exercent leur influence sur Internet, comme la WWF, qui lutte chaque jour pour informer la population pour sauver la faune et la flore. Des actions sont lancées et reliées très rapidement grâce aux réseaux sociaux qui ont de réelles conséquences de sensibilisation notamment. On peut aussi citer la première fois où les réseaux ont eu des conséquences sur la politique et les gouvernements. C'est le printemps arabe. Les premières révoltes ont été organisées sur Facebook, des blogs ou alors des instructions ont été données sur Twitter. On parle alors de la révolution Facebook ou Twitter. Il a permis à plusieurs pays arabes de lutter pour la démocratie et de rassembler les populations. Cela a aussi mené à la chute de dictateurs, Ben Ali en Tunisie et
Moubarak en Égypte. Je souhaiterais ajouter quelque chose. Les réseaux sociaux sont une source d'information en continu. L'info y est en libre circulation. Aucune censure n'y est appliquée. Chacun est libre de penser et de dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu dis n'importe quoi. Bien évidemment, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Cela veut donc dire que l'on peut donner notre avis, mais le tout de manière respectueuse, sans haine, comme on agit en société. Par exemple, si une grand-mère traverse la route, vous n'allez pas la pousser parce qu'elle va trop vite, trop lentement. C'est logique. Parce qu'elle va trop lentement, vous la laissez traverser. Eh bien, c'est comme ça qu'on agit sur les réseaux sociaux aussi, avec respect et savoir-vivre. La liberté d'expression va avec la liberté de la presse. Chaque journaliste peut ainsi, en respectant la charte des journalistes écrite en 1971, en France, s'exprimer librement sur le sujet de son choix. Cela permet donc une représentation des multiples avis sur tous les sujets possibles et, en ajout, le développement de notre esprit critique fondamental dans notre société d'aujourd'hui. C'est cet amas d'informations quotidiennes qui nous permettent, avec l'habitude, de savoir trier le vrai du faux, avec les sources ou avec notre bon sens et notre propre conscience. Il est certain qu'il ne faut pas croire le compte Instagram « Mourir moins bête » avec 125 abonnés qui dit que la Terre est plate. C'est forcément une fausse information. Aussi, Clotilde, ce qui définit la société, notre société, c'est le débat. Chaque information postée a la possibilité d'être commentée, discutée ou débattue. Or, aujourd'hui, en Chine, en Corée du Nord ou en Russie, récemment, les réseaux sociaux sont isolés mondialement et contrôlés par le gouvernement. Les États empêchent et coupent alors la possibilité du débat et des avis divergents du gouvernement. C'est un réel contrôle de la société stricte et autoritaire visant à ignorer la parole de certains. C'est à ce moment-là que vous allez me dire qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous pour tirer les ficelles, nous dire quoi faire, quoi dire. Mais jusqu'à preuve du contraire, Mark Zuckerberg ne nous empêche pas d'exprimer ni de dire une quelconque critique sur le monde ou sur un gouvernement. C'est ainsi, avec les réseaux sociaux, qu'on observe la différence entre la liberté et la censure, la démocratie et la dictature. C'était notre argumentaire. Il vous restera donc 2 minutes 10 pour conclure. Équipe, j'ai des doutes. En piste. Les réseaux sociaux, comme on en parle aujourd'hui entre nous, dans la rue, ou entre amis, c'est les réseaux en fait, qui sont des médias sociaux. Mais c'est de ça dont on va parler. Les réseaux sociaux marchent grâce à un algorithme qui leur est propre, qui va être différent selon par exemple Twitter ou alors Discord. Cet algorithme va changer, mais le principe restera le même. Vos propres clics, donc vos informations que vous allez donner, vont être récoltées pour être mis sur un profil. Profil où il y aura écrit vos centres d'intérêt, par exemple, qui vont être associés à d'autres profils ayant les mêmes centres d'intérêt. Ces personnes ayant les mêmes centres d'intérêt vont être reliées, regroupées entre elles et vont pouvoir démarrer une discussion, par exemple. C'est ce qui est promu en tout cas sur Discord, je ne sais pas si vous connaissez. Et ça va vous enfermer dans un cercle. Ça va faire en sorte que vous vous retrouveriez isolé, en fait, de tout ce qui ne concerne pas votre point de vue. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis une grande fan de One Piece. Je pense que certains d'entre vous connaissent. Voilà, One Piece, j'aime beaucoup. Et en fait, quand j'ai donné l'information à mon ordinateur sur un réseau social, par exemple Instagram, que j'aimais One Piece, que j'adorais One Piece, eh ben, il a compris l'information, il l'a entrée dans l'algorithme et il m'a associé à cette idée que j'aimais One Piece. Donc, on va m'associer à cette idée et me relier à d'autres gens qui ont la même idée. Donc d'autres gens qui vont aussi chercher des cosplays de One Piece ou qui vont chercher des produits dérivés, de nouveaux mangas ou ce genre de choses. Et c'est là que les réseaux sociaux vont devenir antisociaux. Les abréviations. Les abréviations nous coupent la pensée et contractent la langue française. C'est pas le fait d'abréger la langue française qui nous pose problème. Le problème est que ces abréviations... TKT, TG, MDR, LTL, LOL... Stop. Vous avez compris?
C'est comme un tas de Scrabble étalé par terre. Ces abréviations nous empêchent d'exprimer nos réels sentiments et nos réelles émotions. Quand je vais à Zara et que je vois un beau jean, ma taille, ma couleur préférée, je le prends en photo et je mets un cœur. Quand j'envoie un message à ma mère, je lui envoie aussi un cœur. Pourtant, j'ai pas le même amour pour mon jean que pour ma mère. Jade, 14 ans. Elle s'appelle Jade, elle a 14 ans, elle est plutôt belle, mais elle n'a pas trop confiance en elle. Elle est en 3e, elle aime bien l'équitation et le cheval. Un jour, elle rencontre sur les réseaux sociaux Kevin. Kevin, 16 ans, beau gosse, beau parleur, intelligent, drôle, sympa, bref, le mec populaire. Et Jade, elle va tomber folle amoureuse de Kevin. Une véritable relation va se nouer entre eux. Elle va lui accorder toute sa confiance, va lui confier toute son intimité, va lui raconter sa vie, ses problèmes avec sa mère. Elle va même accepter de lui envoyer des photos dénudées. Sauf que Kevin, il s'appelle pas Kevin. Il s'appelle Nicolas. Et il n'a pas 16 ans. Il en a 48. Aujourd'hui, des Jades, c'est 20% des jeunes de 8 à 18 ans. Dans cette salle, nous sommes environ 434. Ça fait 86 personnes autour de vous qui sont des Jades. L'image parfaite. Qui n'a jamais modifié ses photos? Qui n'a jamais mis un filtre sur un beau paysage? L'image parfaite. C'est cette image-là que j'essaye de redonner sur mes réseaux, que nous essayons, nous aussi, de redonner sur ces réseaux. Aujourd'hui, c'est bien plus difficile de montrer qui on est sur les réseaux. La Kathleen des réseaux, par exemple, ne montre pas ses rondeurs ou bien ses boutons. Mais pourquoi? On le sait tous. Cela enlève... non, excusez-moi. Cela engendrait des insultes, des moqueries et du mal-être en moi. Les réseaux comme Insta, TikTok, Twitter et d'autres encore enlèvent donc tout lien de sociabilité entre les gens. Oh, toi là-bas, t'es trop belle. Oh, venez voir, venez voir. Eh, elle est trop fraîche, la meuf là-bas. Je t'aime bien. Eh, t'es trop belle. On dirait pas. Oh, t'es super belle. Oh, t'es beau. Par contre, toi là, t'as te suicider. Ouais, t'as raison, toi t'es moche. Lui, il a l'air de sentir pas bon, je t'aime pas. Tu t'es regardé dans un miroir? Dégueulasse. C'est moche. Non, mais je vais venir ici. Mais ça vous touche? On ne vous connaît même pas. C'est pas pour de vrai ce qu'on dit là. On porte un jugement sur vous, alors qu'on ne vous connaît même pas. Vous voyez, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Sur ces réseaux-là, plusieurs personnes se font insulter, déchirer, écraser. Et même, ils se suicident à cause de toutes les personnes qui les insultent. Donc pourquoi vous leur donnez une image parfaite à des gens qui ne me connaissent même pas? Et que d'ailleurs, je ne connais pas non plus. Il restera donc un peu plus de 2 minutes pour conclure. Alors, vous avez commencé. À vous d'apporter une contre-argumentation, si vous le souhaitez, à ce que vous avez entendu de vos camarades, ou est-ce que vous avez tout dit et vous souhaitez conclure? Non, on aimerait bien répondre. Contre-argumentation? Alors, vous nous avez parlé du confinement. Vous nous avez dit que grâce au confinement, vous avez pu parler avec des gens. Alors que pendant le confinement, moi, et je pense plusieurs d'entre vous ici, se sentaient plutôt seuls durant le confinement. Qui ne rêvait pas de se retrouver sur une grande table avec sa famille? Les réseaux sociaux, ça ne provoque pas les mêmes liens. Aucun lien. Donc, le confinement, ça ne donne aucun lien. Les réseaux sociaux ne servent à rien. À rien du tout.
contre-argumentation. Alors, notre- juste pour illustrer, on a un chiffre qui vient du site du gouvernement. Donc, à partir de mai 2020, soit la date du confinement, on voit en fait une augmentation de 22% des symptômes évoquant un état dépressif chez les jeunes entre 15 et 25 ans. Alors, si les réseaux sociaux, ça a tant aidé que ça, est-ce que vous pouvez expliquer ce chiffre ? À vous de répondre, si vous le souhaitez. Alors, pour vos chiffres sur le confinement, comme vous l'avez dit, 22%. Mais maintenant, imaginez, sans les réseaux sociaux. Personnellement, je me retrouvais pour jouer avec mes amis et on s'envoyait des messages sur les réseaux pour pouvoir se dire à quel moment jouer. Maintenant, sans les réseaux, combien de personnes n'auraient pas pu regarder des lives le soir? Personnellement, je regardais beaucoup de lives le soir. Ça me permettait de m'occuper. Et ainsi, avec cette occupation, ça a tué l'ennui. Maintenant, imaginez sans toutes ces solutions. Qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que ce chiffre aurait atteint 50%? Mais excusez-moi, tu dis que ça t'a permis de jouer avec des gens, mais est-ce que tu as créé des liens avec des gens? Alors, les personnes avec qui je jouais étaient mes meilleurs amis. Ça m'a permis de continuer mes liens. Alors, moi j'ai une question. Combien de fois tu as joué à un jeu de société avec ta famille pendant le confinement? Tous les soirs. Non, vous avez fini les arguments, contre-arguments. Madame, j'ai un contre-argument. Après, il vous restera 2 minutes pour conclure. Hein. Vous êtes à peu près, au niveau du temps, à peu près bon pour conclure. N'oubliez pas qu'il vous reste du temps pour conclure. J'ai un contre-argument, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi vous faites une hiérarchie de la vie physique, la vie où on est actuellement, et la vie numérique. Alors que maintenant, le numérique sur les réseaux sociaux, tout se passe dessus. Les Zoom, le travail, tout s'est passé dessus pendant le confinement, par exemple, ou même encore maintenant. Attends. Et aussi, il y a Facebook. Facebook, ça a permis, par exemple, les associations. Vous ne pouvez pas réfuter le fait que sur Facebook, des groupes sont créés. Il vous reste 1 minute. Ok, tranquille. Mais pour tout, vous n'avez plus de conclusion après. 1 minute. Non, c'est bon. Des événements sont créés sur Facebook pour se réunir dans la vraie vie. Pourquoi alors vous négligez ça? Vous négligez le fait que des gens se réunissent par le biais des réseaux sociaux pour se réunir dans la vraie vie, créer des liens sociaux, comme vous le dites, ou jouer à des jeux de société. Sans les réseaux sociaux, les gens ne peuvent pas se réunir. Sa famille n'est pas forcément les personnes avec qui on est le plus proche. Certaines personnes n'entretiennent pas des bonnes relations avec leur famille. Si vous avez préparé une conclusion, c'est maintenant. Il vous reste 30 secondes. 30 secondes, ça. Vous n'avez pas de conclusion. Si. Ah, alors c'est le moment de la conclusion et vous avez 30 secondes. Les contre-arguments sont finis. C'est fini, le temps c'est le temps. Ils ont plus le temps de parole. Donc vous pouvez encore contre-argumenter. C'est pas de problème. Alors moi, je voulais revenir sur la liberté d'expression en ligne. En effet, je suis d'accord. Moi aussi, je défends la liberté d'expression. Je pense que c'est quelque chose de très important. Cependant, en ligne aujourd'hui, un imbécile a tout autant de voix, même d'audience, voire plus que par exemple un prix Nobel. Est-ce que ça c'est normal? Je ne pense pas. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, on a des théoriques du complot qui naissent et les gens y croient, les gens y adhèrent. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, on a des personnages extrémistes, on a des personnages comme, oui, je vais le citer, Éric Zemmour, qui, grâce aux réseaux sociaux, ont beaucoup plus d'audience et réussissent à avoir une réelle voix. Donc oui pour la liberté d'expression, mais pas n'importe laquelle. Il vous reste 1 minute pour conclure. Non, c'est à vous. Ils ont commencé. C'est à vous de conclure. 1 minute. 1 minute pour conclure. Après notre première visio pour le projet, nous avons décidé de faire un groupe Insta, qui très clairement ne servait strictement à rien, on va pas se le cacher. Le groupe Insta, qui était censé nous retrouver pour pouvoir trouver justement ces arguments-là et les travailler dessus, et bien ce groupe Insta, il a servi à rien aussi. Comme Léa l'a dit, à rien. Cependant, quand on s'est retrouvés, en vrai, on a pu créer des liens, réellement sociabiliser. Parce que moi, je vous avoue qu'au début, je les ai trouvés un peu tous pénibles. Par exemple, la blonde, là,
Elle était pénible, franchement, je voulais pas lui parler parce qu'en fait, elle était molle, on va pas se mentir. Kathleen, elle était pas très enjouée, on va dire ça comme ça. Lui, pas besoin de dire, donc, bref. Et toi, t'étais assez timide. Et j'ai appris, en fait, en les voyant, que la blonde, là, Léa, est en fait une personne super agréable. T'es aussi super gentille. Toi, t'as plein de cœur et franchement, c'est super. Et toi, t'as réussi à t'exprimer et franchement, je trouve ça génial. Très bien, merci. Une conclusion, 30 secondes. Les moyens de communication ont toujours existé, mais sous d'autres formes. Les lettres, les messagers, les pigeons voyageurs. Ils participaient tous à la socialisation. Nous voyons donc que les réseaux sociaux ne sont alors qu'un nouveau moyen de sociabiliser. Justement critiqué, car la nouveauté peut faire peur. Mais n'oublions pas que le changement est fondamental pour l'évolution. De même que les réseaux sociaux ne sont pas de la fiction ou une fausse représentation de nous-mêmes, mais bien une autre réalité qui nous permet de sociabiliser autrement que nous le faisons dans le quotidien. De plus, les réseaux sociaux sont voués à durer dans le temps et à évoluer. Et nous sommes les acteurs de cette évolution. Ils apportent aussi indéniablement de nombreux aspects positifs à notre vie. Et il ne faut pas pour autant oublier qu'ils sont le reflet de notre société. Il y a du bon comme du mauvais. Le tout réside dans notre façon de les utiliser. Alors à vous de choisir. Préférez-vous faire un pas dans le futur et accepter que nous pouvons sociabiliser autrement, ou préférez-vous faire un pas dans le passé en n'acceptant pas cette affirmation? Merci. Bien, merci, vous pouvez redescendre. Merci beaucoup. Les deux équipes ont joué le jeu, 10 minutes 40 ici et 10 minutes 16 secondes ici. Allez-y, descendez. Merci. Appelle à nous rejoindre deux nouvelles équipes. Pas du tout, le jury, bien sûr, bien sûr. Merci Didier, merci, que ferais-je sans toi? Alors, le jury maintenant va nous donner un petit peu son ressenti après cette joute verbale sur les anti et les pro-réseaux sociaux. Qui veut s'exprimer dans le jury? Qui va s'exprimer dans le jury? Quelques mots. Est-ce que les gens qui... Est-ce qu'aucune idée, c'est-à-dire ceux qui étaient pourraient se lever, s'il vous plaît? Voilà, merci. Donc, bon, c'est pas grave. Non, c'était pour? C'est pas grave, vous êtes l'équipe aucune idée, c'est ça? Ça tombe bien. C'est moi qui suis chargée de parler pour votre prestation. Et moi, j'ai pas aucune idée, ça tombe bien. J'étais très très sensible à votre manière d'attraper cette question qui était quand même un peu compliquée à aborder de votre point de vue, je trouve. Vous m'avez vraiment convaincue parce que vous avez été chercher des arguments qui étaient à la fois extrêmement profonds et en même temps, vous les avez présentés de manière extrêmement fine. On n'avait pas l'impression d'avoir des vieux barbons qui nous faisaient la leçon, mais vraiment des jeunes qui se saisissaient d'une question sensible. Et cette question de anti-sociaux, non très sociaux, etc., en fait, vous l'avez contournée pour vraiment nous montrer un point de vue affirmé, pensé, et vous ne vous êtes pas contenté d'énoncer des choses un petit peu comme ça en les mettant bout à bout. Vous êtes très convaincant et très convaincante, et moi je suis absolument ravie que finalement se voir en vrai comme on est aujourd'hui là, eh ben, ça vous a permis de vous découvrir et de vous rencontrer. Et je crois que si je devais garder quelque chose de votre groupe, c'est voilà, ce plaisir à être ensemble. Et oui, vous avez des beaux copains et des belles copines maintenant, je crois. Merci beaucoup pour ce moment et une belle qualité d'argumentation. Et l'équipe J'ai des doutes qui pense effectivement que les réseaux sont
antisociaux? Non, non, non. Alors, c'était ceux qui pensaient que les réseaux étaient sociaux. Finalement, les réseaux sociaux. Équipe, aucune idée. Non, l'équipe, j'ai des doutes. Alors, j'ai extrêmement bien suivi ce que vous disiez. Vous m'avez beaucoup convaincu. Ce que j'ai trouvé très bien, c'est que tout au long de votre argumentation, vous avez parlé collectivement. Ce qui en plus portait le propos, puisque dès le début, vous commencez tous ensemble, de manière très rythmée, un peu comme sur... je ne vous citerai pas TikTok parce que c'est déjà plus ma génération, mais un peu justement sur Twitter où tout le monde donne un peu son avis en même temps, et en même temps, il y a une certaine cohérence dans un fil. Ensuite, vous étiez tous ensemble sur scène aussi, ce qui était intéressant parce qu'il y avait toujours ce collectif. Sur le fond des arguments, c'était aussi intéressant. Ce qui est toujours intéressant aussi quand on commence, parce que c'est jamais facile d'être les premiers, c'est justement de prendre un peu la proportion de la difficulté de prendre la parole en public, avec les aléas, les bafouillages, ce qui n'est pas prévu, la manière dont on le rattrape. Je trouve que tous, vous en êtes très très bien sortis. Ce qui était aussi intéressant, c'est le moment où vous lâchez les notes pour répondre, où on rentre un petit peu plus dans l'échange. Donc c'est, en tout cas pour un début et pour une ouverture, c'était de haute volée, et je pense que vous nous avez fait passer un très bon moment. En piste pour la deuxième question, qui est en faut-il peu pour être heureux? Alors j'appelle pour nous rejoindre l'équipe pour l'équipe Skylight. Applaudissez-les, encouragez-les. Et l'équipe contre, l'équipe avec un très beau nom, un très beau titre, Love. Approchez-vous. Approchez-vous. Alors, comme tout à l'heure, est-ce que vous savez distinguer le pile de la face? C'est bon? Qui dit... Alors, pile ou face? Pile? Ah, si je perds la pièce. Ça marche pas, hein, c'est ça? Alors là, je peux pas vous dire. Ouais, c'est face. C'est face. Donc, c'est pour vous. Puisque vous avez dit pile, hein, perdu. C'est bon. Vous allez commencer? Alors, je prépare mes petits chronos. Introduction. Équipe Love. Équipe Love, on vous écoute. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Stop! Mais pauvre Balou, es-tu sûr qu'il en faut vraiment peu pour être heureux? Êtes-vous sûr, Français, Françaises, mesdames et messieurs, qu'il en faille vraiment peu pour être heureux? Qu'est-ce que le bonheur? Un mirage dans le désert. Il faut se satisfaire du nécessaire. Qu'est-ce que le nécessaire pour vous? Le nécessaire pour vivre, pour être heureux? Le nécessaire ne serait-il pas l'essentiel? Il est donc légitime de se demander qu'est-ce que le nécessaire? Qu'est-ce que l'essentiel? À vous d'introduire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous allons commencer par un petit jeu. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez devoir lever la tête. Faites comme eux, allez-y, levez la tête. Même vous, levez la tête. Allez-y, levez la tête. Regardez en haut. Vous pouvez apercevoir un lustre plein de cristaux. Et puis les murs qui sont ancrés d'or. Très bien. Maintenant, sommes-nous en droit de nous poser la question en faut-il peu pour être heureux dans cette salle luxueuse? Mais bien sûr qu'on peut réellement se poser cette question.
C'est important. Mais juste avant, définissons c'est quoi réellement le bonheur. C'est vrai que c'est essentiel, comme l'a remarqué l'équipe adverse. Eh bien, personne ne la définira de la même façon dans cette salle. Et je le vois un peu à vos visages. Mais, selon Épicure, vous savez, le grand philosophe grec, le maître Yoda de l'époque, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est atteindre une certaine paix intérieure. Bien sûr, nous avons tous des parcours différents. Nous sommes tous nés sous une étoile différente. Et ça, l'équipe adverse l'a bien fait remarquer. Mais cette paix, ce bonheur reste gratuit et accessible à tous, même aux plus démunis d'entre nous. Et pour cause, nous avons tous vécu ne serait-ce qu'un instant de bonheur dans nos vies, n'est-ce pas? À vous pour vos arguments. Tout d'abord, j'aimerais poser des questions à certains d'entre vous. Par exemple, vous, monsieur. Vous préférez vivre dans un appartement à Paris ou dans une villa à Ibiza? Ou vous, madame, vous préférez avoir un sac à main de Louis Vuitton ou un sac à main de Auchan? Et encore vous, madame, vous préférez faire une balade en forêt ou faire un tour en jet ski? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'humain n'est jamais satisfait. Nous ne sommes jamais satisfaits. Pourtant, regardez autour de vous, ce théâtre. Nous avons déjà beaucoup. Et la question, faut-il peu pour être heureux? Est-ce que ça ne serait pas une question de riche finalement? Parce que pour dire ça, il faut vivre dans le luxe. Que pensez-vous si je vous disais que peu pour certains, c'est au final beaucoup pour d'autres? Prenons un exemple très simple. Imaginez-vous, vous organisez une soirée entre amis, une soirée foot par exemple. Comme ça parle à peu près tout le monde. Pour ça, vous allez commander des pizzas parce qu'à ce moment-là, vous allez travailler, vous n'avez pas trop envie de cuisiner. Donc vous allez commander des pizzas et c'est un peu salé, donc vous allez commander à boire forcément. Pour vous, c'est une soirée qui va être banale, habituelle, une soirée de peu au final, n'est-ce pas? En réalité, mesdames et messieurs, votre soirée est tout simplement une grande soirée qui va être complexe. En effet, parce que vos pizzas que vous allez avoir dans votre assiette, pour qu'elle arrive jusqu'à votre assiette, il va y avoir de nombreuses étapes, comme des matières premières déjà, par exemple le lait ou les œufs, tout ce qui va être par rapport aux emballages, il va y avoir aussi les acheteurs, il va y avoir les fournisseurs, il va y avoir les franchises, bref, il va y avoir beaucoup de choses. C'est grâce à cela qu'on va se rendre compte qu'au final, pour avoir une situation qui va nous sembler être peu ou très incertaine, il faut beaucoup aux alentours, mais il faut beaucoup en général. Sincèrement, qui ici peut aller voir la personne qui dort dehors, qui n'a pas de travail ni occupation, un clodo finalement, et lui dire, toi, tu dois être heureux. Tu as peu et tu as raison. Sincèrement, qui ici s'est déjà rendu compte des possessions qu'on a en trop et qui parmi vous sont prêts à s'en débarrasser? Et sincèrement, si vous me dites que vous pouvez faire ça, vous êtes des hypocrites. Pour rebondir sur ce qu'a dit mon très cher camarade, le nécessaire pour certains, c'est beaucoup pour d'autres. Les gens qui ont peu peuvent devenir envieux des autres. Prenons par exemple les revendications des Gilets jaunes. Pensez-vous qu'ils sont heureux? Les inégalités sociales créent du ressentiment, de la frustration et finalement de la violence. Les gens ont tendance à dire que l'argent ne fait pas le bonheur, et donc qu'il en faut peu pour être heureux. Or, il y a un minimum à avoir, non, pour être heureux. La santé,
l'aisance financière, matérielle et la chance de vivre dans un pays libre et en paix, à l'image de la France. Non? Tout cela est indépendant de notre volonté. Terminer les arguments. Très bien. À vous. Alors, un deuxième petit jeu. Tout d'abord, vous allez commencer par fermer les yeux. Même vous, s'il vous plaît. Tout le monde, fermez les yeux. Maintenant, imaginez un langoureux baiser. Courir avec un chien dans des bois. Faire des ricochets sur un lac que vous adorez. Pisser dans la neige. Nager tout nu. Picoler sous un pont ou au bord du Rhône. Bien évidemment du coca. Critiquer les gens aussi, ça peut être un énorme kiff. Éclater du papier bulle. Sortir avec ses bons vieux amis. Le rire d'un bébé. Tout ça, ça coûte rien. Tout ça, ça coûte rien. Nous sommes tous d'accord. Alors que la dernière paire Jordan à 200 €. Une Lamborghini jaune avec des accoudoirs en diamant. Un beau voyage aux Maldives. Sous Un le sac. cocotier. Un sac Louis Vuitton. Ou encore une Rolex. Tout ça, ça coûte combien? Ça coûte cher, n'est-ce pas? Tous ces objets ne sont pas accessibles à tous. Alors que, bien sûr, qu'une Lamborghini va plus vite qu'une Clio. Mais le but, c'est d'arriver quelque part, non? Bien sûr, une Rolex, c'est plus chic qu'une Casio. Mais elle donne toutes les deux l'heure. Tiens d'ailleurs, il est quelle heure? Quelqu'un a l'heure ou pas? 19h54. Il est 19h54? 19h54. Oh là là, mais je suis en retard. Tenez-moi ça. Mais je vais quand même vous raconter. J'étais partie acheter de la farine pour faire des crêpes. Quelque chose de simple, basique. Et là, je tombe sur des magasins comme Zara avec écrit moins 25%. Pinky avec écrit 2 achetés le 3e offert. Ou même, pour finir, H&M avec écrit moins 25%. Stop! Arrêtez. Et là, pardon, désolée. Suis-je vraiment plus heureuse avec tout ça? Je me sens mal, encombrée. Je voulais de la farine pour enrouler des crêpes, mais pardon, excusez-moi, mais c'est au final, moi, la crêpe enroulée dans la farine. Tu as raison, Célia. Mais il y a pire que la surconsommation. 13e siècle. Frédéric II de Prusse. Oyez, oyez. Frédéric est un génie. Il parle 9 langues, alors que je galère à en parler que 2. Frédéric est curieux, maladivement curieux. Ce qui le pousse à faire une expérience horrible. Enfermer 6 bébés dans des pièces différentes, isolés du monde. Sans interaction, donc sans affection. Le but, c'est voir quelle langue leur vient-on en premier. Un peu comme une langue divine. Le résultat, 6 bébés morts. Morts? Oui, morts, par manque d'affection. À travers cette histoire, qui est sans doute affreuse, je vous l'accorde, 6 bébés morts, c'est énorme, on peut en déduire que l'affection est un élément essentiel dans une vie saine et heureuse. Recevoir et donner de l'attention reste une base dans notre vie. Une vie saine et heureuse. Je sais ce que vous vous dites. Que nous sommes des hippies, qu'on vit dans les bois, avec des licornes qui fument des fleurs. C'est vrai. Mais non. Non, pas du tout. Nous aussi, nous avons des peurs. Nous aussi, nous avons des angoisses. D'ailleurs, je suis totalement d'être ici, je vous l'accorde. Et des incertitudes, des doutes. Mais pourtant, nous pensons que le bonheur est accessible. Comment alors, me direz-vous? Comment, en plein burn-out, en pleine dépression, alors que toutes ces charges dans notre esprit nous écrasent, nous font éclater,
comment trouver le bonheur et la plénitude? Je reviens à notre ami Épicure, maître Yoda, pour qu'il nous réponde et nous dise comment trouver le bonheur alors que l'on a du stress, de la pression, des peurs, etc. Il nous dit de démonter ces peurs pièce par pièce. La peur de la mort, mais on est vivant, donc pourquoi la craindre? Pour le moment, nous devons profiter de la vie. La peur des dieux, ils nous ont créés. S'ils nous ont créés, pourquoi les craindre? Et c'est ainsi pour toute peur. Nous pouvons les prendre et les démonter bloc par bloc, brique par brique, jusqu'à ne plus en avoir du tout. Ainsi, nous sommes les plus apaisés et les plus heureux lorsque nous nous vidons de nos peurs. Lorsque l'on fait le vide en nous. Donc oui, peu est suffisant pour être heureux, puisqu'il faut peu pour que nous soyons pleins. C'était notre argumentaire. Un petit mot en contre-argumentation, peut-être? Avez-vous des réponses Si vous souhaitez de la farine, il suffit d'aller en acheter, tout simplement. Est-ce que vous avez une conclusion, quelque chose, d'autres arguments à apporter? On vous écoute. Si vous considérez l'affection de peu, je vais vous prendre un exemple d'un enfant qui a perdu ses parents. Allez lui demander, lui, si c'est peu, l'amour d'une mère ou d'un père. Vous verrez que c'est beaucoup pour lui. Je voudrais juste contre-argumenter. Oui, bien sûr. Vous parliez d'un appartement ou bien d'une belle villa. Mais un sans-abri, lui, il n'a même pas un appartement. Enfin, pourquoi on les oublie? Pourquoi on met de côté les plus démunis? On n'a pas... Le bonheur, c'est pas tout le temps une chose matérielle. Les plus démunis, les SDF, ça arrive. Ils n'ont pas un appartement, ils n'ont pas une villa, mais pourtant, ils peuvent être heureux. Ils rencontrent tous les jours des gens qui leur sourient, qui leur offrent de l'espoir. Mais ça, c'est de l'affection. On n'a pas besoin d'un petit appartement ou encore d'une grande villa pour pouvoir vivre, non? Et si on allait demander à un SDF dans la rue s'il préférait être logé ou bien qu'on lui donne un peu d'affection? Je pense que la réponse est évidente et que sa réponse était un toit. Et puis, si on demandait à un riche, il préférait une famille ou des milliers de villas dans lesquelles il est déjà habitué, dans lesquelles son quotidien est basé dessus? Nous parlions de l'exemple de l'SDF. Et nous parlons de l'exemple des riches. Souhaitez-vous conclure? Bien sûr. Alors, vous allez commencer à conclure. Ainsi, il est impensable d'accepter de se contenter de peu. Parce que cela ne nous stimule pas, ne nous pousse pas à agir. Et donc ça nous freine dans la réalisation de nos rêves. Et donc, ça nous éloigne du bonheur. Il en faut beaucoup pour être heureux, car dans notre société actuelle, on nous dit qu'il en faut peu pour être heureux, alors que perpétuellement on nous pousse à consommer, on nous pousse à acheter diverses choses. Ainsi, ce n'est pas en adéquation avec ce que l'on nous dit de faire. Par exemple, ce soir, c'est un réel bonheur pour nous d'être là devant vous, et ça, croyez-nous, c'est déjà beaucoup. Votre conclusion? Mesdames et messieurs, en faut-il peu pour être heureux? Nous savons bien que nous avons eu le bon rôle, en nous faisant défenseurs de l'optimisme. Mais nous ne sommes pas naïfs pour autant. Et loin de nous
l'idée de donner une leçon. Nous sommes conscients que c'est facile de dire qu'il en faut peu pour être heureux. Mais l'essentiel et l'enjeu dans cette question, c'est d'arriver à être heureux avec peu. Peu, ce n'est pas rien. Peu, c'est déjà beaucoup. Et parce que peu, c'est le début de tout. Merci d'avoir débattu sur cette question hautement philosophique, effectivement, qui peut disons, diviser. On l'a vu. Alors, les deux équipes n'ont pas complètement utilisé leur temps de parole. 8 minutes 27 pour l'équipe Skylight et 7 minutes 7 pour l'équipe Love. En tout cas, vous avez été de valeureux participants. Merci à vous. C'était intéressant. Je vais demander aux membres du jury de nous donner leur ressenti sur cette joute verbale aux couleurs du bonheur. Eh bien, est-ce que l'équipe Skylight peut se levez-vous. lever? Regardez le jury. Voilà, vous êtes de ce côté-là, oui. Bah, écoutez, vraiment, bravo, bravo. Mais en réalité, c'est pour les deux équipes. Parce que tu seras d'accord peut-être avec moi, Michel, mais vous nous avez vraiment, vraiment, vraiment surpris. J'ai trouvé en tout cas que tous les arguments étaient tout à fait formidables et que vous avez commencé non pas par détourner la question, mais par la prendre vraiment dans son sens véritable, c'est-à-dire qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? À quoi ça ressemble? Quelle est la temporalité aussi du bonheur? Est-ce que c'est une notion stable ou une notion précaire? Vous avez ramené même des arguments, cité des arguments philosophiques. Je trouve ça vraiment formidable. Et puis surtout, si vous voulez, cette injonction, mais c'est les deux équipes qui les ont utilisées, cette injonction permanente entre possession et bonheur. Et est-ce que la société des consommations est celle qui nous procure le plus de bonheur? Enfin, en tout cas, je vous répète, je ne sais pas très bien, moi, quoi vous dire là, d'autre que vous m'avez surpris par la profondeur de vos arguments, mais aussi par la forme très à l'aise et surtout, par l'intelligence et l'ironie. C'est-à-dire même votre petite intervention de la fin en disant que vous étiez conscient que vous aviez le beau rôle, celui très romantique de dire qu'il faut très peu pour être heureux, et même de considérer ce postulat-là aussi avec humour comme vous l'avez fait. Bravo et chapeau. Si l'équipe Love veut bien se lever. Love, vous voulez bien vous lever? Voilà, alors c'est vrai que vous n'aviez pas forcément le beau rôle au départ, et vous aviez un piège. Le piège, c'était de limiter le bonheur aux satisfactions matérielles. Et je trouve que vous l'avez très bien évité. Vous en avez un peu parlé, forcément, mais vous n'avez pas fait l'essentiel de votre argumentation. Donc ça, c'est très bien. J'ai bien aimé aussi le fait que vous avez commencé votre intervention par un questionnement. Or, dans ce genre d'exercice, que sont les joutes oratoires, c'est très bien de commencer par une question et d'introduire effectivement votre propos. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que vous avez rappelé quelque chose de fondamental. Quand vous avez évoqué le fait de dire qu'il en fallait peu, c'est un discours de riche, vous avez rappelé quelque chose qui est historique, et je pense que les avocats qui sont à mes côtés ne me démentiront pas. En 1783,
et ça a été repris en 1789, pour la première constitution démocratique de l'histoire contemporaine, celle des États-Unis d'Amérique, il est inscrit le droit des hommes, des êtres humains, le droit au bonheur. Le droit imprescriptible des êtres humains au bonheur. Ça a été repris dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sous la Révolution française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit au bonheur est un droit de l'homme imprescriptible, fondamental. Et je trouve que de l'avoir rappelé, comme vous l'avez fait, ça remet effectivement les choses dans la belle perspective de tout le combat de l'humanité pour effectivement accéder au bonheur, ce droit au bonheur, et vous l'avez très très bien illustré. Et vous avez eu raison de dire qu'on n'en a jamais assez, on n'a jamais assez du bonheur, hein, de l'affection, vous l'avez dit, avec beaucoup de justesse. Donc pour ça, pour ce rappel, et pour ce qui, à mon avis, justifie un engagement, merci et bravo. Le dernier débat, la dernière joute oratoire avec comme question: la technologie est-elle l'ennemi de la nature? Alors, pour l'équipe, Kingdom est invité à monter sur la scène, et contre l'équipe Ziffer Z. Ils ont des supporters. Les Ziffer Z ont des supporters, je crois. Bien, alors on va refaire le coup de la pièce. Je vais essayer de ne pas la faire tomber. Pile ou face? Pile, il a répondu avant vous. Pile. Il était sur le 1. C'est pile. C'est vous qui commencez. Concentré. Allez, on y va. Romain Gary a dit: la technologie est le trou du cul de la science. Alors pourquoi, cher public, est-elle au centre de l'humanité? Bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Solène et je suis dépendante de la technologie. Levez la main ceux qui consultent les réseaux sociaux au moins 2 fois par jour. Allez-y, je vous en prie, levez la main. Toi aussi? Vous aussi? D'accord. On est d'accord. Au moins 480. En tout cas, vous êtes nombreux. Nombreux? À penser que vous êtes des Non. Nombreux à être victimes et dépendants de la technologie. Alors, sortons du trou du cul de la science et abordons le cœur du sujet. Je vais vous demander de fermer les yeux. Allez-y, fermez-les. Parce que ce soir, je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps, très longtemps, dans une galaxie pas si lointaine, les humains se déplaçaient à cheval. Les humains construisaient eux-mêmes leurs maisons et ils s'éclairaient à la bougie. Mais aujourd'hui, cette époque est révolue. La technologie est indispensable dans notre vie. Pouvez-vous vous passer de votre téléphone? Ben, moi non plus. Mais cette technologie est-elle vraiment l'ennemi de notre nature? Nos téléphones, les sièges sur lesquels vous êtes assis, l'électricité, nos voitures, tout cela nuit-il volontairement à notre écosystème, aux animaux ou encore aux plantes? Non, lâchez-moi! Vous en avez pas marre de rabâcher le passé sans cesse. Je ne peux pas les laisser rêver d'un monde parfait sans technologie, comme si de rien n'était, alors que vous êtes hypocrites, avares. Nous avons créé ces choses et vous n'en êtes même pas fiers du chemin que nous avons parcouru. Non,
Vous préférez critiquer alors que vous faites rien pour changer les choses. Regardez-vous là, debout, assis, à nous regarder, nous juger. Vous préférez regarder des petites vidéos où on rabaisse et montre des choses horribles et faire les petites natures, alors que vous êtes dans le lot. Vous n'êtes que mensonges. L'ennemi n'est pas la technologie, c'est l'homme. Le pire que la nature ait pu créer. Comme quoi, la nature n'est pas toute belle, toute rose. La technologie n'a pas été créée pour nuire, mais pour aider, sauver et vivre dans de meilleures conditions. On a détruit ensemble et on reconstruira ensemble. Si vous arrêtiez de vivre dans le déni et l'irréel. L'avenir, c'est nous. Depuis la nuit des temps, enfin, au moins depuis le paléolithique, la nature et la technologie se font la guerre. L'humain développe sans cesse de nouvelles technologies pour son besoin, voire son confort. D'autre part, il multiplie ses efforts afin de contrer la nature quand celle-ci reprend ses droits. Incendie, tsunami, ouragan, inondation, tremblement de terre. Mais quand cette guerre va-t-elle s'arrêter? Et pire encore, pensez une fin comme celle de Star Wars, où l'étoile noire détruit toutes les planètes. Pensez à notre planète. L'ennemi de la nature. Un terme fort, utilisé pour la guerre et la destruction. Car oui, mesdames et messieurs, la technologie détruit la nature, avec la pollution, simplement vos déchets du quotidien comme les poubelles. Plastique. Voilà. Alors, vous allez me dire qu'on a des solutions plus écologiques, comme le nucléaire par exemple. Par exemple. Certes. Mais qui osera me dire ça dans 100 ans? Sur le court terme, on en a tous des solutions. Mais nous devons voir sur le long terme avec par exemple les énergies renouvelables. Alors, je suis d'accord avec vous et j'espère que vous allez aborder le thème. Ça aura un énorme impact sur l'économie. Mais nous devons faire un choix. Continuer à s'enrichir et à surexploiter la nature, ou bien soutenir l'écologie, la planète et même nous, car nous serons les premiers impactés. Toujours plus. 1G. 2G. 3G. 4G. 5G. Nous voyons tous sur nos écrans les publicités de 5G. En effet, je pense que la majorité de vous seraient contents d'avoir cette nouvelle fonctionnalité. Seulement, elle se trouve néfaste pour l'environnement. Tout d'abord, pour avoir la 5G, il faut avoir un téléphone récent. Donc vos anciens téléphones, vous pouvez les jeter. De plus, les nouveaux téléphones que vous allez acheter, avant d'arriver entre vos mains, ils ont fait 4 fois le tour de la Terre. En effet, la construction, l'assemblage, la fabrication de ceux-ci émettent des gaz à effet de serre et augmentent l'empreinte carbone. Plus de 70 métaux sont nécessaires pour construire un téléphone. L'extraction de ces métaux émet des gaz à effet de serre, ce qui engendre sur la pollution de l'eau, des océans et des sols. D'après un rapport Shift Project datant de 2018, le numérique émettrait 4% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. 4%, hein. Et seulement 10% des portables sont recyclés. Et cette proportion n'évoluera malheureusement pas. Merci. Vous avez terminé? Oui. Donc, l'homme fait partie de la nature. La nature a créé l'homme et l'homme a créé la technologie. Et je me sers d'un téléphone, je vais vous montrer mes arguments. On a peut-être visité l'infini de l'espace. On a peut-être visité les profondeurs de l'océan. Mais écoutez bien, je vais vous dire une chose. Nous,
les hommes, nous ne sommes que des animaux. Oui, vous avez bien entendu. Nous sommes des animaux. On est des animaux comme les autres. De plus, on a tendance à oublier une chose très importante. La toute première des technologies, c'est quoi? Je sais pas. C'est la nature. Oui, moi aussi j'étais impressionnée la première fois que j'ai appris ça. Regardez, prenez un arbre. Vous savez c'est quoi un arbre? Je vais vous donner ma définition d'un arbre. Machine à gaz. Elle prend du dioxyde de carbone et le transforme en oxygène. Oui, c'est aussi simple que ça. Et regardez même plus bas, les racines d'un arbre. Vous savez à quoi je le compare, moi? Internet. Ouais. Vous voyez, il y a même un nom qu'on donne à Internet aujourd'hui. La toile. Ça fait référence à quoi? Les araignées. Eh ben oui. Et il y a un truc, oui, je suis désolée, je vais dire un truc. Je sais, c'est du blasphème, c'est horrible, mais il faut le dire. Oui, moi aussi, ça fait très mal au cœur de dire ça. Oui, il y a quelque chose de mieux qu'Internet. Oh, je l'ai dit. Oui, il y a quelque chose de mieux qu'Internet. C'est la nature. La technologie est un outil et pas un ennemi. C'est un outil conçu par l'humain pour aider, mais aussi pour se protéger, communiquer et apprendre. Si la technologie est bien utilisée, les innovations humaines sont bénéfiques pour tous. La médecine, par exemple. Depuis les années 1950, les progrès de la médecine ont permis d'éviter 200 millions de morts. Je vais le répéter parce qu'ils vont pas très bien entendu. 200 millions de morts. Grâce à la couveuse, pardon, excusez-moi, c'est des termes que je... L'échographie, l'IRM. Imaginez le nombre de parents qui bénissent la technologie. Et aujourd'hui, leurs enfants ont la chance maintenant d'être parents à leur tour. Donc, ne vous voilez pas la face. Le véritable ennemi de la nature n'est pas la technologie, mais la nature humaine. La technologie n'a pas de sens moral. Ce n'est pas gentil ou méchant, l'ami ou l'ennemi. C'est un outil. Ne tombez pas dans ce piège. Ouvrez vos yeux et vous verrez vraiment les bienfaits de la technologie. On dit souvent, la technologie détruit la nature. Mais nous devrions nous demander qui a réellement commencé cette guerre entre technologie et nature. Parce que si on se pose vraiment la question et si on regarde vraiment, on se rend bien compte que la nature détruisait bien avant la technologie. Nous ne faisons que nous défendre face à la nature, face aux catastrophes naturelles, face aux séismes, aux tsunamis et bien plus encore. La technologie nous permet de vivre avec la nature, grâce aux immeubles antisismiques par exemple. Sans la technologie, l'espèce humaine aurait peut-être disparu. De plus, qu'est-ce qu'un ennemi? C'est quelqu'un ou quelque chose qui nuit volontairement à autre chose. Alors réfléchissez bien. La technologie n'a pas de morale, comme l'a dit plus tôt mon camarade. Et on ne l'utilise pas volontairement pour nuire à la nature. Elle n'est donc pas son ennemi. Par contre, nous pourrons utiliser la technologie pour aider volontairement la nature. Avez-vous des contre-arguments à apporter? Alors, on vous écoute. Alors, je veux revenir sur les catastrophes naturelles. Vous disiez qu'aujourd'hui, on pouvait les prévoir, mais pas la majorité. Et vous parlez aussi des immeubles antisismiques, pardon. Antisismiques, pardon. Mais ces immeubles, ils ont un coût. Et la majorité des personnes ne pourront pas payer ce type de logement. Réponse? Très peu de gens, seuls les riches pourront se payer ce type de logement. Moi, je ne vais pas répondre à votre question. Je vais revenir sur l'introduction. Votre citation, la technologie est le trou du cul de la science. Déjà, je vous félicite pour le vocabulaire. Et deuxièmement, c'est à prendre au premier degré, bien sûr. Le trou du cul est vital pour l'homme.
Donc la technologie est vitale pour l'homme. Une réponse peut-être? Oui. À un moment, il me semble que tu as dit que tu posais tes arguments avec ton téléphone. Ok. Nous, nos arguments, ils sont sur le papier. Mais il me semble qu'ils étaient quand même un peu mieux, je crois. Ensuite, j'aimerais aussi revenir sur votre introduction. Vous parlez de construction de maisons. Vous disiez que grâce à la technologie, grâce aux machines, on pouvait construire des maisons. Mais la technologie, dans ce cas-là, elle remplace l'homme. Et l'homme, c'est des emplois. L'homme, c'est aussi l'économie. Donc, plus tard, on sera encore plus dépendant de la technologie. Parce qu'aujourd'hui, la technologie remplace l'homme. L'économie, les maisons, mais vous voulez devenir architecte? C'est pas ici, c'est pas là, maintenant. C'est bien de faire des plans, mais c'est pas le moment. Ouais. Ok. Ah, et aussi, je veux dire, franchement, félicitations. Vous avez pris aujourd'hui, sur cette scène, comment découvrir le feu. Bravo. Autre contre-argumentation? Moi, j'aimerais revenir sur la médecine. Vous avez parlé de médecine. Mais la médecine, ça demande de la technologie. Et la technologie, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça pollue. Et quand ça pollue, ça produit donc des maladies dans l'air. Des gaz à effet de serre, des maladies dans l'air qui viennent dans la bouche. Et aussi, je voudrais revenir sur la médecine. Maladie, technologie, pollution. Vous avez écouté? Pas de bien, pas de mal. Vous écoutez vraiment rien. Hein. Aussi, Je plains vos professeurs. Je voudrais aussi plaindre tes parents pour le monde que vous allez, dont vous avez éduqué votre fils pour laisser un monde de... Avez-vous d'autres arguments? Restons sur la médecine. S'il vous plaît, vous répondrez après. Sachant que la médecine fait aussi partie de maladies, on procurait de la maladie, beaucoup de maladies. Et lesquelles? Les médecins, laisse-moi finir, les médecins utilisent de plus en plus de technologie et le patient va finir par être aseptifié à force de la technologie. En fait, la Plus de technologie, liens. la technologie, elle prend plus de place dans la médecine. En effet, vous regardez aujourd'hui, qui attend 30 minutes dans une salle d'attente? Je pense que la plupart de vous, vous avez déjà attendu au moins 30 minutes pour recevoir un médecin. Oui, certes. Le médecin, au fur et à mesure du temps, il passe beaucoup moins de temps avec son patient. En effet, 10 minutes, des rendez-vous du 10 minutes toutes les heures. Sauf qu'aujourd'hui, dans les soins, dans la santé des Français, la relation avec son médecin est très importante. C'est pareil Et pour je- l'accouchement. Exactement. Attendez 5 secondes. Donc j'ai un rhume, je vais me faire soigner avec de l'herbe. À un moment. C'est absolument pas ce qu'on a dit. C'est pas du tout ce qu'on a dit. C'est absolument pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Vous avez pas écouté. Réponse. Tous les appareils pour créer les vaccins, les microscopes, tous les médicaments, comment vous allez les faire sans technologie? Certes, peut-être que ça aide, mais ça pollue. Et vos microscopes sont pas sur de longue durée parce que pour construire vos microscopes, vos matériels de médecine, etc., il faut aller puiser des ressources dans la terre. Il faut exploiter des enfants de 7 ans en Chine. Et les ressources, elles sont inépuisables. Ça se trouve aux petits-enfants, quand ils creuseront dans la terre, ils retrouveront des matériaux que nous avons enterrés. Et ces matériaux, ils sont épuisables. Ils ne sont pas inépuisables. Donc votre solution, elle marche, mais à courte durée. Je vous rappelle qu'il vous reste à peu près 2 minutes pour les conclusions. Est-ce que vous avez fini sur l'argumentation, contre-argumentation? Qu'en pensez-vous? On utilise ces 2 minutes pour la conclusion? Allez, Qui a commencé déjà? C'est vous qui avez commencé. Alors vous allez commencer à conclure. Est-ce que je devais faire? Non, vu qu'ils ont commencé, c'est vous qui concluez. Allez, vous êtes les premiers à conclure. L'homme fait partie
de la nature. Et la technologie fait partie de l'homme. On a créé des technologies pour dompter la nature. On a créé des technologies pour nous permettre de survivre aux aléas de la vie, comme certaines maladies qui ont aujourd'hui été éradiquées grâce à ces technologies, justement. La rage, la peste. Si on veut même aller plus loin, des outils ont été créés, comme le microscope, ce que vous avez parlé tout à l'heure. La technologie est notre outil de subsistance. C'est bien de penser à un monde où il n'y a pas de technologie. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais on ne peut pas. Vous m'entendez? On ne peut pas. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas laisser toutes les avancées qu'on a faites. On ne peut pas tout abandonner comme ça. On ne peut pas tout laisser comme ça d'un claquement de doigts. Non, ce n'est pas de la magie. Mais je veux qu'on pense à une chose, tous autant que vous êtes, tous. Il y a une chose qu'à travers toute l'histoire de l'humanité, on a toujours faite. Il ne faut pas être hypocrite. On l'a tous fait. Et ils l'ont fait. C'est catégoriser les gens. Le bien, le mal. Ça s'appelle le manichéisme. Mais si on continue à faire ce genre de choses, on finira tous perdants. Et si on finit tous perdants, on en payera tous les conséquences. Ce soir, nous avons débattu sur la technologie est-elle l'ennemi de la nature. Tout le monde a vu la différence entre votre groupe et le nôtre. Vous êtes le groupe des rêveurs, des idéalistes, des donneurs de leçons. Oui, dans la vie, il faut être rêveur. Oui, dans la vie, il faut être idéaliste et également donneur de leçons. Cependant, tout cela, est-il nécessaire pour répondre le plus sérieusement à cette question? Non, je ne pense pas. Je vais même vous dire un truc, je vous admire. Et même... Il faut conclure. Je vous applaudis pour votre facilité à argumenter, votre facilité à voir le monde avec votre regard enfantin, votre facilité à tenir des propos sans avenir et qui dénigrent le futur de l'humanité. Vous êtes le groupe du passé et du passif. Il faut conclure. Nous avons choisi le réalisme, le pragmatisme, la responsabilité, ainsi que le sérieux, l'audace et surtout la vérité. Nous incarnons l'avenir. Et même, l'avenir est fait que de choix qui nous appartiennent. Il faut conclure. Alors croyez... Rapidement. Alors vous avez croyez dépassé votre en temps. la technologie. Et croyez même à l'harmonie entre la technologie et la nature. Ma dernière question, elle est simple. Quel choix ferons-nous et quel avenir voulons-nous? Merci. On vous écoute pour votre conclusion. À vous, cher public, je m'adresse aux adultes, aux enfants et aux personnes de mon âge. Préférez-vous laisser un monde se détériorer et profiter de votre confort personnel? Allons-nous laisser le monde se détériorer ainsi? Aristote a dit « Le progrès ne vaut que si il est partagé par tous ». La technologie, oui. La technologie, oui. Mais est-ce que le véritable progrès ne serait pas que la technologie soit au profit de la nature et de l'être humain? Pour finir, on n'a pas parlé de supprimer de la technologie, mais de la réguler. Merci. Merci
merci aux deux équipes. Alors, il y a une petite disparité de temps. 11 minutes pour vous, un peu plus d'11 minutes, 11 minutes et 25 secondes. Et pour vous, 8 minutes 30. Donc, vous êtes rentrés dans le chrono et vous avez parlé moins longtemps. Avez-vous quelque chose à rajouter puisqu'il vous reste un tout petit taf? Non? Vous avez terminé? Je vais dire un dernier truc, on n'a pas eu la conclusion. Allez, rapidement. Je parle aussi dans les contre-arguments qu'on n'a pas eu le temps de citer. À cause de la technologie, les bombes nucléaires. Imaginez ce qui s'est... Vous voyez ce qui s'est passé à Tchernobyl? La ville est toujours irradiée et toujours plus de ce monde. Les animaux autour du site de Tchernobyl ne vivent plus. Pas une souris. Rien ne pousse, rien ne revient. À cause de quoi? La technologie et de l'erreur humaine. Et pour finir, nous ne sommes pas suicidaires. Parce que, d'accord, on utilise la technologie. Mais au bout d'un moment, même si c'est dans des milliards d'années, la Terre va s'épuiser. On finira tous par crever. Il suffira juste de se calmer sur la technologie. Et aussi... On termine. Encore un argument et après on arrête. Aussi, je tiens à dire que la Terre commence à se rendre compte que nos ressources sont épuisables et qu'aujourd'hui, on en vient à un stade où nous allons chercher d'autres planètes où nous pouvons habiter parce que nous ne pouvons plus se procurer nos ressources pour nos besoins. Ok, merci, on conclut là-dessus. Merci beaucoup. Merci à ces deux équipes. On voit que c'était un débat animé. Une belle question qui a parcouru effectivement nos jeunes avec cette technologie. On va écouter le retour du jury sur cette joute oratoire. Alors, est-ce que vous pouvez vous lever, le groupe Kingdom? Merci. Alors... l'équipe Kingdom. Voilà. Alors déjà, moi j'ai trouvé votre arrivée formidable. Enfin, vous vous êtes beaucoup amusés et ça a été du plaisir pour nous. Et je trouve que vous nous faites partager ces moments. C'est très joyeux tout ça. Je trouve ça très joyeux. Et par les temps qui courent, ça nous fait beaucoup de bien. C'est intelligent, c'est vif, c'est rempli de gaieté. Moi j'ai été vraiment... surprise par vos arguments. Je trouve que c'est vraiment très intelligent tout ça. J'aime beaucoup le rapport que vous avez instauré avec nous. Vous instaurez du partage entre vous et nous. Ça, voilà, ça circule bien. Et ça, c'est pour tous les groupes, je trouve. Alors, ça a été une entrée très théâtrale, ça a été c'est audacieux et bravo de vous faire confiance et de nous faire confiance. Ça, c'est une grande chose. On vous a vu, vous écoutez aussi, et je trouve ça formidable. Je trouve aussi formidable de me dire que vous ne vous connaissiez pas, que vous êtes tous d'univers très différents et que quelque chose se passe entre vous, on le sent, et ça, c'est une très belle chose pour moi. Enfin, pour nous tous, je crois, on le partage. Et je vous ai vu avoir, et tous, vous avez pris conscience de la forme. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte de comment il fallait argumenter pour venir nous chercher, pour venir nous attraper, nous, le public. Vous vous êtes comportés comme des acteurs. Et bravo. Alors, peut-être on va parler de Ziffer Z pour finir. Levez-vous, l'équipe. Voilà, Ziffer c'est Ziffer, puisque on a bien compris qu'ils avaient quelques supporters. Alors, moi, je vais être très franc. Je vous attendais un peu au tournant. Voilà, je vous le dis très directement. Vous aviez un thème qui était un thème particulièrement délicat, surtout aujourd'hui, parce que finalement, être non pas contre la nature,
Mais être pour la technologie, aujourd'hui, c'est être pour le pollueur. Et c'est une position qu'il est particulièrement difficile d'argumenter. Alors, vous avez fait un choix qui a été de, pardonnez-moi, on va parler un peu foot, de tacler à la carotide à l'entrée. Voilà. Vous avez commencé une intro ultra dynamique, une attaque frontale, vous les avez pris à la gorge et vous les avez plus lâchés. Est-ce que c'était le bon choix? Manifestement oui. Parce que vous aviez besoin, parce que vous aviez cette position si particulière, parce que vous aviez cette position qui était presque contre nature, ben vous n'aviez pas d'autre choix que de faire ça. Alors vous l'avez fait, puis vous l'avez bien fait. Et puis vous avez fait aussi un choix qui était intéressant, c'est que vous les avez emmenés sur un terrain qui était à mon avis incontestable, celui de la médecine. Qu'est-ce que vous voulez être contre la médecine? Personne n'est contre la médecine, parce que la médecine, c'est sauver les gens. Alors on aurait pu vous répondre que la médecine, c'est pas forcément la technologie. On aurait pu vous amener là-dessus, mais vous avez répondu, vous avez choisi de répondre à chaque fois. Et parce que vous n'avez absolument rien lâché, vous êtes arrivé à m'emmener, je pense que vous êtes arrivé à emmener un certain nombre de personnes avec vous qui étaient plutôt favorables à cette équipe vaillante de Kingdom, pro-nature, un peu trop naïve, où ils avaient trouvé peut-être un peu naïf à un moment, peut-être un peu plus réaliste aussi sur ce qu'on est en train de vivre et sur l'évolution, mais vous avez défendu, en tout cas becs et ongles, cette position qui était particulièrement difficile. Alors ensuite, j'ai appris qu'on avait un nouvel organe vital, donc ça c'est bien. Vous avez fait le choix aussi en conclusion d'ouvrir sur quelque chose de très philosophique, et c'était aussi bien parce qu'on est parti de quelque chose de très offensif. Vous avez argumenté, vous avez étayé avec des exemples qui étaient presque incontestables, en tout cas qui souffraient difficilement la contestation. On sait bien que dans une situation avec des questions aussi tranchées, on sait bien que la réponse n'est jamais oui, n'est jamais non. On le sait, que la réponse est intermédiaire. Et vous devez simplement convaincre que la balance doit pencher plutôt de votre côté. Là, c'est le juriste qui va vous le dire. Et la balance a penché, ça a été un combat rude, mais la balance a penché d'un côté auquel je ne m'attendais pas. Voilà. Alors, je vous le dis, félicitations à vous, mais félicitations à toutes les équipes, parce que c'est un travail absolument incroyable. Je vais vous dire, moi, je le dis lorsque j'interviens, je ne monterai pas sur scène pour faire ce que vous faites. Voilà. Mon métier, c'est prendre la parole, mais faire ça, je ne le ferai pas. Parce que ça vous demande cette préparation, ça vous demande du temps de travail, vous êtes jeune, pour vous donner libre cours, pour vous livrer à un tel exercice, pour vous livrer en pâture à une salle complète, à une salle pleine. Alors certains sont plutôt favorables, mais il y a les autres qui ne sont pas forcément non plus très favorables. Mais vous le faites avec envie, vous l'avez tous fait avec envie, toutes les équipes, avec cœur et avec envie, avec délice, avec plein de qualités humaines que je trouve, moi, extraordinaires à vos âges. Voilà. Alors, je vais vous dire, Ziffer Z, vous m'avez épaté, comme les autres m'ont épaté, mais j'ai cette affection particulière pour vous parce que vous m'avez épaté sur un terrain auquel je ne m'attendais pas et pour lequel j'étais plutôt, a priori, comme ça, benoîtement, en regardant cette question, en me disant, je ne vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir me dire pour arriver à me convaincre. Vous y êtes arrivé, et c'est le but de cet exercice. Merci pour cette réaction du jury. Maintenant, je vais remercier toutes les équipes qui ont participé. Je vais vous inviter à remonter sur la scène, mais seulement quand je vais vous appeler, parce qu'on va vous distribuer, ces jeunes filles qui sont là vont vous distribuer quelques petits présents, en fait, qui ont été préparés pour vous. Alors, l'équipe, aucune idée. On l'applaudit bien fort. Bravo à vous et merci de votre participation. L'équipe, j'ai des doutes. Venez, bravo encore. L'équipe Kingdom est invitée à nous rejoindre. Merci. Passez récupérer vos cadeaux. Ici. Venez vous installer. Ne redescendez pas, restez avec nous sur scène, s'il vous plaît. Restez là. Tous ceux qui ont déjà reçu leurs cadeaux se mettent là derrière. Merci, laisse la place pour les autres. Venez derrière moi, petit, venez par là. Voilà, vous avez reçu vos cadeaux, parfait. Allez, l'équipe Ziffer Z.
Allez, montez. Les jeunes filles vont vous apporter votre présent. Merci beaucoup. Vos diplômes d'éloquence, à l'intérieur de ces sacs, je crois qu'il y a un petit diplôme, justement, pour vos premiers pas dans l'éloquence. Bravo à tous. L'équipe Skylight est invitée à vous rejoindre. Merci. Venez, venez. Venez derrière moi. Voilà, décalez-vous un petit peu. Voilà, pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et bien sûr, l'équipe Love est amenée à me rejoindre. Merci, merci à vous. Top là. Allez chercher vos cadeaux. Merci encore à tous ces jeunes pour leur énergie communicative, vous l'avez dit. Ça nous a fait grand plaisir déjà de vous retrouver. Et puis, ils ont été de bons combattants dans ces joutes oratoires. Je vais inviter à me rejoindre sur le plateau aussi tous les comédiens qui ont encadré ces jeunes parce qu'ils ont fait un travail vraiment formidable. Myriam Boudenia, autrice. Mehdi Kruger, poète. Cécile Auxire-Marmouguet. Oui, on a le droit de les applaudir. Benjamin Butel, comédien. Lise Chevalier, comédienne. Floriane Durin, comédienne. Karl Miclet, comédien. Et Marianne Pommier. Montez avec nous, rejoindre ces étudiants, ces jeunes élèves, ces futurs étudiants. Et puis je voulais glisser un petit mot, un grand merci également à Livia Canavesio qui est souffrante aujourd'hui et à qui on adresse une pensée toute particulière parce que Livia, elle a porté aussi tout ce projet. Merci à elle. Pour conclure la soirée, j'invite Claudia à nous rejoindre, Claudia Stavisky, directrice de ce théâtre, qui va terminer les remerciements d'usage à tous ces participants, mais également aux partenaires sans qui cette opération n'aurait pas pu avoir lieu. Je rappelle que c'est la 3e édition. Si jamais il y a des professeurs dans cette salle qui hésitent à inscrire leurs élèves à ce processus, allez-y, vraiment, c'est formidable. Je pense que vous avez pu voir le résultat. À vous, Claudia. Je tenais tout... Allô, ça marche? Je tenais tout particulièrement à remercier tous les élèves qui ont porté la parole ce soir, ainsi que tous ceux qui ont participé depuis le mois de novembre à cette magnifique aventure. Je voulais remercier tous les artistes, les rhéteurs, les comédiens qui ont soutenu les équipes pendant 5 mois. C'est énorme, hein? Je voulais bien sûr remercier beaucoup le rectorat de l'Académie de Lyon, Valérie Perrin, tout particulièrement. Je voulais remercier tous nos partenaires et collègues de la ville de Lyon qui sont aussi engagés que nous dans ce beau projet. C'est les pollens. Ça n'est ni technologique ni nature. Et remercier aussi pour leur présence la directrice culture de la métropole, Madame Aurène Beffy, qui est parmi nous, ainsi que Mesdames Domenech et Chanal de la métropole aussi. Et Madame Philibert. Attendez, j'arrive. Et aussi Madame Philibert, sous-préfète chargée de mission politique de la ville, donc à la préfecture, et puis tout particulièrement vous tous, même ceux qui sont là-haut, au fond de cette magnifique soirée.
pensée toute particulière aussi pour les mécènes qui travaillent avec nous et qui nous aident à faire en sorte que ce soit déjà la 3e édition. Vivendi Create Joint Fund avec la présence de Diane Mdin, où elle... Ah, ben la voilà. Le groupe SEB et la présence de ce soir de Sophie Léger, chef de projet mécénat, et de Juliette Sico-Crevé, directrice du développement durable. Là-bas, voilà, merci. Et la fondation, ils sont beaucoup autour de nous, des fées qui se sont penchés sur ce beau berceau. La Fondation Terre d'Initiative Solidaire, la Fondation Régionale Suez en Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment Catherine Savet, où elle est, directrice générale, et Émilie Orsa, chargée de projet chez Suez, qui est impliquée dans les rencontres inter-établissements avec les lycéens. Merci à tous. Et il est temps d'aller boire un verre. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous de votre participation. Merci. On peut encore les applaudir bien fort et on se quitte là-dessus. Merci.